Les énergies alternatives sont-elles des opportunités ou nous bercent-elles de douces utopies? Qu'en pensez-vous, Monsieur Crae? Une chose extrêmement importante dans l'énergie, c'est que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà, l'avenir c'est maintenant, avec le grillage. Alors que la transition énergétique est le grand objectif de ce début de siècle, on nous parle d'hydrogène, de panneaux intelligents et d'autres innovations. Mais quelles sont les technologies existantes? Et quelles sont celles qui devraient voir le jour dans quelques années? Jean-Luc Pleumers et ses invités foisonnent de projets. Lorsqu'on commençait à se développer les centrales solaires, vous savez, ces grandes tours en haut desquelles on met un échangeur et au sol des miroirs qui y concentrent la lumière du soleil, eh bien nous faisons cet échangeur et nous sommes en train d'en démarrer des centrales qui fonctionnent comme ça, par exemple en ce moment en Chine, par exemple en ce moment au Chili, dans le désert d'Atacama. Je pense qu'à la fois les universités sont en train de regarder comment améliorer encore les processus existants, parce qu'il existe déjà des processus. Je veux dire, c'est des projets qui sont à la fois ambitieux au niveau de tout ce qui est domaine hydrogène vert. Donc j'ai réalisé en fait à la limite une capacité d'avoir de l'hydrogène vert avec des systèmes qui sont déjà aujourd'hui non pas en recherche et développement, mais avec une capacité de réalisation. Ça, c'est quand même important. Avec l'avantage aussi d'avoir des sociétés wallonnes qui peuvent faire ce genre de choses, dont des liégeoises. Et puis d'un autre côté, d'utiliser aussi les rejets des entreprises en fait, à la limite industrielles dans le type de cimenterie ou carrière, enfin des chaufourniers et autres, pour récupérer en fait le CO2 et réaliser en fait ainsi des situations, soit pour utiliser l'hydrogène dans le cadre d'une électrification de processus pour des industries, soit éventuellement pour en fait stocker et puis réutiliser en power to gas, c'est-à-dire en fait en ayant des gaz de synthèse demain qui seront utilisés à travers des réseaux tels que Fluxys ou tels que RESA ou autres. Si on va voir en Allemagne, si on va voir dans les pays nordiques ou quoi, énormément de sociétés sont déjà en train d'investir massivement dans le domaine de l'hydrogène et dans la manière dont en fait celui-ci peut être utilisé après pour des applications dans le transport, pour des applications dans l'industrie, des applications, je vais dire, dans le stockage d'énergie. Et chez nous, en Belgique, en Wallonie? Il y a peut-être d'autres solutions qu'on peut utiliser et ce qu'on a appris dans ces domaines-là peuvent être appliqués et par exemple utiliser du photovoltaïque et stocker une partie de l'énergie dans les sels fondus. On a développé des technologies de stockage qui peuvent être utilisées à cet effet. Alors il y a l'éolien. Nous, on n'est pas présent dans la chaîne de valeur sur les éoliennes. Par contre, on est présent dans la maintenance. Donc l'éolien se développe, va se développer. La Belgique est plutôt très bien placée. La France, autre pays, on est fortement implanté, elle est un peu moins bien. Il n'y a que 2 éoliennes offshore connectées en France. Il y en a un peu plus onshore. L'éolien offshore va se développer en Europe, il y a des projets très ambitieux, et nous, là-dessus, on se positionne sur la maintenance. Ça, c'est créateur d'emplois, c'est créateur d'activités. Et puis, il y a l'hydrogène. Ça, c'est clairement notre priorité. Et là, on est convaincu que si l'Europe s'y met et réalise ce qu'elle a annoncé, on parle de gigawatts de puissance installée, ça devra contribuer. Et ça veut dire aussi qu'il y aura du travail pour non seulement le produire, cet hydrogène, ce qui est déjà un challenge, mais ensuite l'utiliser. Et là, l'utilisation, j'ai envie de dire, c'est tous ceux qui aujourd'hui utilisent du gaz ou du charbon, mais prenons le gaz comme exemple, qui devront petit à petit peut-être changer. Alors, sur toute la chaîne de valeur, il faudra changer les brûleurs, il faudra changer le stockage, il faudra changer l'alimentation, le contrôle. Il y a moyen là de développer aussi une très forte activité. Ok, c'est important de rappeler le cadre, mais parlons aussi de projets concrets. La nature même du pôle Greenwind fait qu'on a au sein de notre écosystème des entreprises qui sont déjà volontaires par rapport à ce genre de démarche. Dès le départ. Un bon tiers de nos projets concernent la construction et les matériaux et procédés innovants de construction qui sont là pour augmenter l'efficacité énergétique et diminuer l'émission des gaz à effet de serre. On a d'énormes projets, y compris, transversaux, sur des territoires bien définis qui sont en cours par rapport à ça. Donc, de ce fait-là, on peut dire qu'il y a une sensibilisation qui est tout à fait concrète et tout à fait dynamique. Beaucoup des projets, en fait, viennent en prévention des émissions de gaz à effet de serre dans ce qui arrive dans nos portfolios.
Une des grandes spécialités du pôle aussi, c'est la remédiation environnementale. Donc on a énormément de projets qui concernent la dépollution et la réparation de l'environnement en quelque sorte. La capture du CO2, l'utilisation du CO2, la transformation en matériaux nobles, y compris en matériaux de construction. Ce sont des choses qui font vraiment partie des activités des membres du pôle. Le but, évidemment, c'est d'éviter les effets pervers. Bien sûr. On ne veut pas créer des nouveaux monstres sous prétexte d'innover. Ça a été chiffré déjà un certain nombre de fois que l'énergie qu'on reçoit tous les jours du soleil est très largement suffisante pour couvrir tous les besoins énergétiques de la population aujourd'hui. Donc, en théorie, le potentiel est là. Nous travaillons depuis longtemps aussi avec ArcelorMittal au CRM à la production de panneaux photovoltaïques, mais qui sont en fait des tôles d'acier sur lesquelles on dépose en revêtement des panneaux photovoltaïques qui permettent alors de former les toitures. Une des grosses difficultés de cette transition énergétique, c'est les infrastructures qui sont nécessaires. La mise en place d'infrastructures énormes pour de l'électricité supplémentaire, la production d'électricité, mais aussi son transport, son stockage. On parle beaucoup d'hydrogène, donc l'infrastructure hydrogène aujourd'hui n'existe pratiquement pas, en tout cas pas au niveau où on voudrait qu'elle soit. Donc ça, c'est de grosses difficultés. Ce ne sont pas vraiment des freins. Il y a d'autres difficultés qui sont effectivement des développements technologiques. Pour citer, enfin, dans tous ces domaines, aujourd'hui, on pense qu'il devrait être possible de faire mieux à l'avenir. Là, parlons de l'efficacité des panneaux photovoltaïques. Bon, tout le monde aimerait qu'elle augmente très au-dessus de ce qu'elle est aujourd'hui. Maintenant, il faut effectivement faire des développements nouveaux et trouver de nouvelles voies pour y arriver. Donc vous avez une centaine de collaborateurs qui réfléchissent sur ça, c'est leur Tout métier, à fait, oui. Ouais. À l'évolution des matériaux, à l'évolution des technologies, à l'évolution, je dirais, de tout ce qui tourne autour du secteur de l'énergie. C'est assez impressionnant. Oui, mais c'est important et puis c'est très demandé par tous nos clients industriels. On sait bien en fait que même si on coupait nos émissions en fait du jour au lendemain, maintenant on coupait du jour au lendemain, il y a quand même une certaine inertie thermique des océans, ben, le réchauffement continuerait en fait à augmenter en fait. Donc on sait bien qu'il va falloir développer massivement des technologies de capture de CO2 dans l'atmosphère. Et ça, de nouveau, je trouve très peu de support en fait pour le développement de ces technologies-là chez les personnes en fait qui sont vraiment les activistes pro-climat. Il fait polémique. Pourtant, osons parler concrètement de l'hydrogène. Aujourd'hui, moins de 0,1% de l'hydrogène produit en Europe est issu de sources renouvelables et peut donc être qualifié de vert. Je vais être très clair, c'est vrai que ça consomme plus d'énergie qu'on en produit si on veut faire de l'hydrogène vert. Hein, aujourd'hui, l'hydrogène est essentiellement fabriqué à partir de gaz naturel, mais à chaque fois qu'on fait de l'hydrogène, on libère du CO2. Hein, la réaction, c'est CH4, le méthane, donne 4H2, l'hydrogène, et plus du CO2. La voie qu'on a choisie, c'est celle de l'électrolyse. Donc produire de l'hydrogène à partir d'électricité elle-même décarbonée, d'électricité, par exemple, renouvelable. Et là, clairement, c'est clair que dans l'opération, il y a un rendement et on perd. Par contre, il y a un enjeu majeur sur lequel nous travaillons, qui est une de nos priorités en matière de travail d'innovation, c'est d'améliorer ce rendement. Alors ça passe par tout un tas de sujets, et on pourrait en parler pendant des heures. Fabriquer de l'hydrogène par électrolyse, M. Lapalisse aurait dit, il faut déjà de l'électricité. Cette électricité sera-t-elle disponible? Et je parle ici d'électricité, évidemment, non émettrice de CO2. Pour votre information, est sorti dans la presse récemment, en Suède, il y a des projets qui touchent à la sidérurgie, hein, de passer d'une voie au fourneau à une voie, ce qu'on appelle réduction directe, en utilisant de l'hydrogène. Si toute la production suédoise était convertie du haut fourneau à la réduction directe avec l'hydrogène, ça consommerait aujourd'hui un tiers de l'électricité suédoise. Donc, on voit les ordres de grandeur. L'Europe annonce des chiffres en gigawatts, en dizaines de gigawatts de puissance installée pour des électrolyseurs. N'oublions pas qu'il faudra l'alimenter avec de l'électricité non émettrice de CO2. On est, grâce à ça, un acteur majeur mondial, peut-être parmi les premiers au niveau mondial dans la production d'électrolyseurs pour faire de l'hydrogène. On a la volonté de venir fabriquer en Europe, hein, entre la France et la Wallonie. Donc on va, effectivement, ici en Wallonie, mettre en place des installations.
À travers ça, on va innover aussi dans le processus sur la manière de fabriquer nos électrolyseurs. Donc ça, c'est un premier volet. Deuxième volet, on ne souhaite pas, dans le domaine de l'hydrogène, se contenter d'être un fournisseur d'un équipement. Sur la chaîne de valeur, ça va depuis l'apport d'électricité, puis l'électrolyseur, mais aussi le conditionnement de l'hydrogène, sa purification, sa compression et sa mise à disposition au client. Et par exemple, pour un des axes qui est la mobilité, des stations, services hydrogène. C'est une thématique qui se renforce clairement avec l'urgence climatique et beaucoup d'opportunités qui se présentent. Oui, si ce n'est pas confidentiel, donner quelques exemples de projets sur lesquels le CRM travaille par rapport à des demandes, je suppose que c'est des demandes d'industrie, des demandes d'entreprise, et vous travaillez sur une thématique bien particulière au niveau de la recherche, je suppose que c'est... Tout à fait, oui. Donc toujours dans le domaine de la transition énergétique, pour me focaliser là-dessus. Oui, tout à fait. On travaille dans beaucoup de domaines qui vont depuis la biomasse en général et l'utilisation des déchets de manière énergétique pour remplacer au maximum les énergies fossiles. Et puis par ailleurs sur d'autres aspects de la transition énergétique, tout ce qui est lié à l'hydrogène, à l'utilisation directe de l'électricité, et puis à tout ce qui tourne autour de ces vecteurs énergétiques, c'est-à-dire la production d'hydrogène, le transport d'hydrogène, ce qu'on appelle les fuel cells pour l'utilisation et la retransformation en électricité, sur ce qu'on appelle le power to gas, donc la transformation de l'électricité excédentaire vers du gaz naturel, donc sur tout un tas d'aspects, tout un ensemble d'aspects, qui se rapportent à cette transition énergétique. Alors vous ressentez, parce que vous êtes vraiment, vous, quelque part, en amont de tout, vous ressentez quel dynamisme wallon par rapport aujourd'hui à cette thématique ? Aujourd'hui, il y a une belle dynamique. Il y a beaucoup de projets en préparation et on voit qu'il y a une urgence réelle au niveau climatique et que cette urgence a été bien comprise par les industriels qui insistent sur tous ces aspects et relancent des projets qui avaient parfois été un peu ralentis, mais tout ça revient réellement au premier plan. Dans le cadre de nos activités, évidemment, nous réfléchissons à la réindustrialisation des terrains de la sidérurgie. Comment faire en sorte que ces entreprises qui viennent dans un site ancien, qui va dépolluer, et donc nous allons passer du 19e siècle au 21e siècle, comment faire en matière énergétique pour qu'elle soit neutre, tout en ayant une activité industrielle ou économique? Mais ces industries-là n'agiront pas comme des îlots, elles ne seront pas isolées du monde, donc elles vont se fournir en électricité et en gaz, et donc il faut faire en sorte surtout que l'électricité en fait, soit verte derrière et que le gaz soit vert, qui n'est pas nécessairement la responsabilité des personnes en fait, qui gèrent en fait, ces terrains industriels. Par contre, vous pourriez consacrer des terrains industriels à la création en fait, d'unités, d'usines en fait, qui fabriquent vraiment, notamment ces carburants verts du futur. Et par exemple, on a un très beau site du côté d'Herstal, qui est alimenté en haute tension en fait, au niveau de l'électricité. Pourquoi, sur ce site, ne pas fabriquer du kérosène vert? On aurait des machines pour capturer du CO2 dans l'atmosphère, on ferait de l'électrolyse de l'eau, avec cet hydrogène qui viendrait de l'électrolyse de l'eau et le CO2, on générerait du kérosène vert. On construirait une pipeline de kérosène vert pour l'alimenter, pour alimenter nos deux belles aéroports de Liège en kérosène vert. On décarbonerait la filière aviation. Et mieux encore, on récupérerait la chaleur, en fait, parce qu'il y aura des excédents de chaleur. On perd de la chaleur quand on fabrique du kérosène vert. Pour faire, par exemple, des serres avec des plantes tropicales au lieu d'importer les fruits de ces plantes tropicales de l'étranger. Ou pourquoi pas, avec cette chaleur-là, faire un réseau en fait, de chauffage urbain dans certains quartiers de Liège. Donc voilà, ça, c'est des projets très concrets, très ambitieux, avec beaucoup d'acteurs de Liège. Je travaille justement sur ce projet en fait, pour le site d'Herstal, pour en faire en fait, une immense usine à kérosène vert. C'est un projet vert, d'avenir, créateur d'emplois pour Liège. Oui, ce serait un projet phare, à mon avis, pour Liège, pour lequel j'espère que toutes les forces vives liégeoises se mettront derrière, parce que bon, le prix d'entrée de ce genre de projet-là, on avait fait les calculs, récemment on a déposé un dossier, le prix d'entrée pour générer 30 000 tonnes par exemple de kérosène par an, donc un tiers de la consommation
de notre aéroport de Bierzej, le prix de l'entrée de l'usine est de l'ordre de 200 millions. Est-ce que tout est dit? Oui, à un mot près. Si on veut être prêt, c'est maintenant qu'il faut agir. Bien sûr. Vite et fort. L'avenir, c'est maintenant. Voilà, l'avenir, c'est maintenant. Rendez-vous sur la page YouTube du Grès Liège pour découvrir ou revoir nos épisodes. Prochaine étape, qui finance la transition énergétique?